Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas trop terrible comme BD, pas génial au niveau du dessin. Ah! Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. J'ai envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Blouf, blouf, blouf. Du très grand art. Salut à tous. C'est le fils de Bulle. On entend souvent dire que Superman est un héros beaucoup trop fort, et qu'il est tellement que c'est quasiment impossible de raconter de bonnes histoires à son sujet. Et c'est vrai, les bonnes histoires sont très rares. Superman est beaucoup trop fort. Vous voyez Hercule qui est capable de tuer l'hydre de l'air ou de ramener Cerbère des enfers ? Bah Superman est beaucoup plus fort que ça. Dans certains récits, il est même capable de déplacer des planètes. C'est totalement absurde. Je dirais même que c'est complètement débile. En fait, il n'y a sûrement jamais eu par le passé de héros étant aussi abusément forts que Superman. Même les plus grands héros grecs, qui sont déjà en soi des surhommes, voire des demi-dieux, ne lui arrivent pas à la cheville. Et pourtant, malgré sa force absurde, Superman parvient à réaliser un exploit que les héros mythologiques ne sont jamais parvenus à réaliser. Cet exploit, c'est l'identification du lecteur. La raison en est simple, et elle s'appelle Clark Kent. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent ? Il est faible, il doute de lui-même, c'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Ça, c'est faux. Clark Kent, c'est pas la vision que Superman a de l'humanité. Clark, c'est tout simplement un humain moyen. Il est myope, un peu maladroit, pas forcément courageux, et en plus, il est amoureux d'une femme, bien plus dynamique que lui, qui ne lui témoigne aucun respect. Ouais, parce que Lois, elle est amoureuse de Superman, et pas de Clark Kent. Parce que Superman, c'est un vrai mec. Clark, c'est pas un sous-homme, c'est un homme ordinaire. Il représente le lecteur moyen, un peu médiocre dont tout le monde se fout. Un humain dont Umberto Eco dira qu'il, je cite, nourrit en secret l'espoir qu'un jour des dépouilles de sa personnalité puissent fleurir un surhomme, capable de racheter des années de médiocrité. Ce lecteur moyen, je dois le confesser devant vous, chers abonnés, c'est moi. J'adore Superman. Un jour, je vous parlerai de mes récits préférés du personnage. Plus jeune, j'étais un peu harcelé à l'école, invisible aux yeux des filles durant des années, mais pourtant fou amoureux. Je fantasme depuis mon plus jeune âge sur les super-héros, espérant secrètement obtenir un pouvoir qui n'est jamais venu, pour que je puisse enfin devenir quelqu'un d'important, pour ne plus avoir honte de moi-même, pour justifier ma médiocrité apparente en la faisant passer pour un choix de vie, afin de protéger une identité secrète bien meilleure. C'est principalement pour ça que j'aime les comics, et ce depuis les Spider-Man de Sam Raimi. On pourrait même pousser le parallèle jusqu'à insinuer que le fait que je vous cache à vous, chers abonnés, ma réelle identité participe du même genre de délire. Le fait d'avoir une identité secrète et un avatar public, un genre de costume, un masque, de recevoir plus de compliments dans ma vie numérique que dans ma vie réelle. Le fils de Bulle, c'est un peu mon identité fantasmée. Je suis le lecteur moyen. Et moi ? Superman et tous les autres super-héros parviennent à m'offrir ce que les mythes ne m'ont jamais offert. Un personnage qui soit à la fois médiocre, comme moi, et à la fois tellement fort que ça en devient débile, comme moi dans mes rêves les plus fous. Les super-héros, c'est mon système de base, c'est ce qui a forgé ce que je suis devenu. Aussi triste que ça puisse être, c'est la vérité. C'était mon échappatoire et je me suis construit à travers cette relation de fantasme. Ça, c'est quelque chose qu'Hercule ne peut pas m'offrir, parce qu'Hercule, il est Hercule en permanence. C'est un demi-dieu et il s'en cache jamais. Si je parle d'Hercule depuis tout à l'heure, c'est pas anodin. D'après Umberto Eco, dans son essai sur Superman, lien en description, il y a un autre élément distinctif fondamental entre les personnages des mythes antiques, comme Hercule, et ceux des mythes d'aujourd'hui, comme Superman. Et cet élément, il se trouve dans la structure narrative des œuvres. Les mythes, comme les mythes grecs, racontent un personnage et ce qui lui est arrivé par le passé. Ils racontent ce qui est irréversible, ce qui s'est déjà produit. Ce sont des histoires déjà passées, déjà terminées au moment où on les raconte. Les personnages sont ce qu'ils étaient, et leur caractère ainsi que leurs exploits ne varient pas. Ils sont figés dans le temps. Bien sûr, selon le conteur et son talent, l'histoire peut proposer de légères variations, mais il s'agira bien dans les grandes lignes de la même histoire. Si la personne qui vous conte le mythe d'Hercule vous raconte qu'à la fin Hercule s'envole dans l'espace pour combattre une race alien avec un sabre laser, vous allez tiquer. Si le fait, c'est plus le mythe d'Hercule dont il parle, mais une toute autre histoire. C'est de toute beauté. Bon, ça c'est pour les mythes. Maintenant, qu'en est-il des héros modernes, du genre, je sais pas, le comte de Monte Cristo par exemple?
La tradition romantique déplace le curseur de la structure narrative. On ne raconte plus ce qui s'est produit par le passé, dans un temps lointain, mais ce qu'il se passe actuellement, ou même ce qui va se produire. Le roman, c'est l'invention de l'intrigue, du suspense. On essaie de surprendre le lecteur avec des histoires nouvelles dont personne ne connaît la fin sans l'avoir déjà lu. Enfin, sauf s'il a été spoilé, mais on va pas en parler ici. On tient le lecteur en haleine avec des coups de théâtre, ou bien en faisant évoluer les personnages, leur environnement. On provoque du changement, du nouveau dans le statu quo. L'histoire se crée pendant la lecture du roman. Le héros moderne fait le présent quand le héros antique faisait le passé. Le héros moderne est potentiel quand le héros antique est déjà écrit. C'était vraiment très intéressant. Le rapport avec Superman, Superman il est un peu dans un entre-deux. Il est à la fois héritier des mythes et de la tradition romantique. Je cite Umberto. Le personnage de BD se retrouve dans l'étrange situation suivante. Il doit être un archétype, la somme d'aspirations collectives bien précises, et doit donc nécessairement se figer en une fixité emblématique, qui le rendent facilement reconnaissable. Mais comme il est commercialisé dans le cadre d'une production romanesque, il doit être soumis à ce développement qui, nous l'avons vu, est caractéristique du personnage de roman. Superman a donc, comme qui dirait, le cul entre deux chaises. À la fois éternellement stable, il doit rester ce personnage sans peur et sans faille super fort, et à la fois mouvant, puisqu'il doit affronter de nouvelles menaces à chaque fois, et réagir à des situations nouvelles. Sans oublier qu'étant publié de façon hebdomadaire, la temporalité de ses aventures dépend d'une autre temporalité, celle du monde réel, celle de ses auteurs. Mais ça, vous allez me dire, c'est pas l'apanage de Superman. C'est le cas de la plupart des héros de bande dessinée. La plupart des héros de BD, de Tintin en passant par Astérix, sont à la fois des héros qui restent toujours les mêmes, qui n'évoluent jamais vraiment, et qui vivent des aventures différentes à chaque nouvelle itération. C'est ce point que nous allons développer dans quelques secondes. Mais gardez simplement à l'esprit que ce paradoxe du héros de BD est d'autant plus important pour les super-héros comme Superman. Disons que le paradoxe est décuplé sur eux. Ça, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Faisons les choses dans l'ordre. Il semblerait que la plupart des héros de bande dessinée aient un rapport un peu particulier au temps. Prenons Titeuf. Le personnage est à l'école primaire depuis 1992, et il a toujours 10 ans depuis ce jour. Il essaye éternellement de conclure avec Nadia, son crush éternel. On devrait donc considérer que Titeuf se déroule dans un espace-temps particulier qui empêche Titeuf d'évoluer. Un peu comme dans la série Cédric, où le gosse est condamné à échouer à conclure avec Chen durant ce qui semble être une éternité. Dans le tome 13 de Titeuf, à la folie, une nouvelle arrive dans la classe de Titeuf, une réfugiée nommée Ramatou, et dont il va tomber amoureux. Ramatou a fui la guerre. Il y a donc des événements qui se déroulent là-bas, dans un autre pays. Ramatou a un passé, et l'univers du Titeuf a une histoire, qui ne se restreint pas aux aventures de l'enfant à la coiffure bizarre. Même Titeuf évolue en un sens, puisqu'avant il n'y avait pas Ramatou, et que maintenant, il y a Ramatou. Et ça modifie sa façon de voir le monde et d'interagir avec. Maintenant, par exemple, il aime 2 filles à la fois, Nadia et Ramatou, et ça donne l'occasion à Zeb de renouveler sa galerie de gags. Il y a donc à la fois sur place, puisque Titeuf reste un enfant coincé dans la même classe, et évolution, puisque son univers a été modifié. Tout comme Superman, Titeuf est donc à la fois un héros fixe et un héros mouvant. C'est un peu la même chose pour Astérix. Son village résiste encore et toujours à l'envahisseur, blablabla, à un tel point que ça en devient absurde. Il va bien falloir un jour que l'Empire romain envahisse la Gaule dans son entièreté. C'est la marche de l'histoire. Et ça va arriver, fatalement. Et pourtant, les Armoricains continuent de résister. Et techniquement, plus le temps passe, plus la fin de l'histoire est proche. Sauf que plus on réitère les aventures du Gaulois, plus cette fin se déplace. Et finalement, la série d'Astérix devient un paradoxe temporel en elle-même. Elle empêche le cours de l'histoire de se dérouler. C'est aussi le cas dans les Tuniques Bleues qui vivent la guerre de sécession depuis 67 tomes. Alors bien sûr, parler de paradoxe temporel dans des séries humoristiques, c'est facile. On pourrait faire le même reproche à Kid Paddle, qui recycle ses blagues ad nauseam depuis 1993. Ça fait 30 ans que Midam raconte les aventures d'un gosse qui joue aux jeux vidéo dans des salles d'arcade. Salles qui ont d'ailleurs disparu depuis le temps. 30 ans. Combien ? 30 ans. Évidemment, c'est là qu'on comprend que toute cette histoire de paradoxe temporel est liée à quelque chose de bien plus terre-à-terre. Le pognon. Ils sont aux ordres du pognon. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. Après tout, si les gens ne se lassent pas durant 30 ans de relire les mêmes gars qu'ils lisaient quand ils avaient 8 ans, bon, pourquoi s'en priver? Quand on y pense, ça fait presque autant de temps que les gens jouent au même jeu Pokémon année après année. Bref. Il y a du pognon à se faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de parler de temporalité avec cynisme. C'est de parler de temporalité et de ce que ça raconte sur nos personnages de bande dessinée. Parce que, comme le fait remarquer Umberto Eco, tous ces personnages, je cite, une fois l'obstacle surmonté, ont cependant toujours accompli quelque chose. Par conséquent, le personnage a accompli un geste qui s'inscrit dans son passé et qui pèse sur son avenir. En d'autres termes, il a fait un pas vers la mort. Il a vieilli, ne fût-ce que d'une heure. Il a accru de façon irréversible l'ensemble de ses expériences.
Et il y a moyen que cette observation ait un rapport avec la perte de vitesse de la bande dessinée traditionnelle, par rapport au manga et même au roman graphique comme on dit. Un shonen, basiquement, il y a un début et une fin, souvent médiocre, mais une fin quand même, avec de l'évolution de personnages. Il se passe des choses irréversibles. C'est le mode de narration basique et classique des mangas, de ce qui est le plus lu. Et ça tranche avec le mode de narration basique et classique du franco-belge, avec ses héros qui vivotent entre le surplace et l'évolution. Pour le dire autrement, les héros de bande dessinée, au bout d'un moment, c'est chiant. Le fait qu'un album sorte tous les ans est presque un gag en soi. Comment je serais pas en colère? Oh! Cédric quitte Paddle, finalement, c'est peut-être en partie la cause du désintérêt progressif des lecteurs pour le franco-belge. Le lecteur, contrairement aux joueurs de Pokémon, a peut-être enfin fini par comprendre qu'on le prenait un peu pour un jambon. Et c'est sans doute aussi en partie la cause du désintérêt des auteurs et des autrices actuelles de franco-belge qui ont envie de raconter des histoires uniques, des one-shots, dans lesquels ils partent d'un postulat et aboutissent à une conclusion définitive, pour raconter des choses intéressantes, pour éviter de raconter la même blague pendant 30 ans. Je suis libraire, et je vois ce grand public qui achète son Astérix tous les 2 ans à Noël, tout en disant qu'il est au courant que c'était mieux avant. Mais bon, c'est la tradition, c'est l'habitude. Comme la baguette de pain tous les matins qu'on va acheter chez le boulanger et qu'on tartine de confiote avant de la tremper dans le même bol de café soluble que les 20 années d'avant. Ah non, cette fois j'ai pris de la ricorée. Ah ok. Qu'est-ce que je raconte? Il y a les séries qui continuent ad nauseam, et il y a les séries qui ont su s'arrêter avant. Comme Tintin. Et le reporter a lui aussi un rapport particulier au temps. On ne peut pas vraiment dire de façon honnête que Tintin ait réellement évolué au fil du temps, en tant que personnage. Non, il reste le même boy scout trop curieux qui se mêle en permanence de ce qu'il regarde pas. Il y a des variations, ok, et il a mûri en même temps que son auteur, chose très intéressante à étudier d'ailleurs, et il subit des mises à jour pour s'adapter à son époque, à son environnement. Il est moins raciste qu'à ses débuts, ok, moins simple d'esprit. Et puis il y a dans la série Tintin une sorte de mémoire commune. Avant, il y avait Tintin et Milou, puis Tintin a rencontré Haddock et ils sont restés amis. Une fois qu'Haddock hérite de Moulinsart, on conserve le château dans les nouvelles aventures. Mais il n'y a jamais de prise de conscience chez Tintin du temps qui passe. Aucune prise de conscience de ce qu'il a appris ou vécu. Aucune réelle remise en question. Pas de bouleversement majeur dans sa personnalité. Tintin ne grandit pas, il n'évolue pas, il est simplement mis à jour. Et c'est pas la même chose. C'est comme un algorithme qui obéit à ses lignes de commande. Tintin est un surplace permanent, et c'est pour ça qu'on l'aime. Et en même temps, son environnement évolue, le temps passe. Tintin fait du surplace dans un environnement qui défile. Le monde de Tintin, c'est Tintin sans la seconde guerre... Enfin, c'est le monde sans la seconde guerre mondiale, bizarrement. C'est une uchronie, en fait, Tintin. Est-ce que Tintin a changé? Est-ce qu'il a changé, vraiment? Est-ce qu'il évolue? Oui, parce que le RG évolue. Mais Tintin, c'est intéressant, justement, d'avoir un personnage qui est... qui bouge quand même entre le premier et le dernier, mais de voir que c'est plutôt le monde autour de lui qui va évoluer. C'est marrant aussi d'avoir ce personnage statique avec un monde qui lui évolue, quoi. Et avec tout ça, il y a bien sûr des BD qui arrivent à s'extraire de cette temporalité. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, il y en a au moins une qui devrait vous venir en tête. Il s'agit de Gasoline Alley, un comic strip quotidien qui a pris le parti de faire grandir et vieillir ses personnages au fur et à mesure des années, en même temps que le lecteur ou tout comme. Les plus malins auront peut-être envie de parler du rapport à la temporalité qui existe dans la série Donjon. Je ne vais pas m'y attarder dans cet épisode, mais n'hésitez pas à développer un peu ce point en commentaire si le cœur vous en dit. C'est vrai qu'il y aurait matière à creuser de ce côté-là. Moi, je vais vous parler d'un autre personnage, Lou. Et j'ai même pour ça invité Julien Nil, histoire d'en discuter avec lui. Mais avant, je vais vous faire un topo rapide des temporalités autour de la série Lou. Des temporalités, parce que comme vous allez le voir, il y en a plusieurs. Et après ça, on parlera de cette histoire de paradoxe temporel au sein de comics de super-héros. Vous allez voir, c'est fascinant. J'en profite, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à tabasser le bouton j'aime et à vous abonner si vous êtes nouveau dans les parages. Avec la petite cloche là. Le paradoxe relevé par Umberto Eco n'est pas une fatalité. Il y a certes des personnages le cul entre ces deux chaises que sont les mythes et le romantisme. Mais il y a aussi des auteurs qui ont pris conscience de cette difficulté et qui ont réussi à la dépasser. Il y a bien évidemment ceux qui font du roman graphique ou disons de la BD non sérielle, parce que bon, le terme roman graphique, vous savez ce que j'en pense, mais il y a aussi des auteurs qui font du sériel et qui arrivent à s'extraire du paradoxe. Et bien sûr, l'exemple le plus évident, c'est la série Lou de Julien Nil. Lou, c'est quoi? C'est une série qui raconte les aventures du personnage éponyme qui évolue dans un univers semblable au nôtre, qui va au collège, qui s'amuse avec ses copines, se dispute avec elles, tombe amoureuse, et c'est aussi l'histoire de tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Ses amis, les amis de ses amis, sa famille, son petit chat, tout ça. Au départ, la série était publiée dans le magazine Cho, inspiré de la méthode de Zé. Le premier tome de Lou est donc essentiellement constitué de gags en une planche, et s'adresse aux enfants, un peu à la manière de Titeuf. Ce premier tome couvre une année scolaire dans l'univers de Lou. Mais avant même qu'un schéma n'ait le temps de s'instaurer dans sa série,
Julien Hill choisit dans le tome 2 de raconter les vacances de Lou chez sa mamie, brisant ainsi la temporalité interne de la série. Le premier tome raconte une année, le second couvre quelques mois, le temps des vacances d'été. Et plus encore, au fur et à mesure des albums, on perd le côté gag, la série devient presque une série d'aventures, et Lou gagne une année à chaque album. Le personnage change et grandit et son environnement évolue lui aussi. Dans le troisième tome par exemple, Lou change de classe et de copine. Elle voit ses amis évoluer sans elle et sa mère avancer dans son histoire d'amour. Vous l'avez compris, les personnages ont un caractère évolutif. Ils ne sont pas stables, ils sont comme les gens dans la vraie vie, changeants. Pour s'empêcher de tourner en rond, Julien Hill va même jusqu'à brûler l'appartement de Lou, dans le tome 5, s'obligeant ainsi à changer de décor. Et pour éviter de se répéter, il choisit dans le tome 6 de sauter presque une année entière. La temporalité de la série en devient chamboulée, puisque les événements du tome 7 se déroulent temporellement avant ceux du tome 6, transformant Lou en une série non linéaire. Le premier tome de la seconde saison de Lou, saison dans laquelle Lou a la vingtaine et part en études supérieures, prend l'allure d'un roman graphique, rompant avec le 48cc traditionnel qui habillait la série jusqu'ici. Le second tome de Sonata propose à son tour une nouvelle expérience, nous proposant de suivre Lou durant une seule et même journée, lors d'un énorme plan séquence. Ce n'est donc pas simplement parce que Lou grandit que son rapport à la temporalité est intéressant, c'est aussi parce que l'ellipse entre deux albums n'est pas toujours la même, parce que sa temporalité n'est pas linéaire, et parce que les albums en eux-mêmes proposent des temporalités internes différentes. Lou propose un festival de temporalité à expérimenter. Ce n'est donc pas simplement une question de faire grandir et évoluer ses personnages, c'est aussi une question de jouer avec le temps, dans chaque parcelle de son œuvre, qui fait de Lou une série qui, paradoxalement, arrive à se maintenir dans le temps. On suit un même personnage, auquel nous sommes attachés, mais nous sommes toujours surpris par ses choix et par les aléas qu'elle subit. Lou sort du mythe pour devenir un pur personnage romantique, au sens d'Umberto Eco, ce qui ne l'empêche pourtant pas de devenir une icône. Putain, c'est beau ce que je dis. J'ai très hâte de vous parler de la temporalité chez Superman, mais avant, je vous propose d'accueillir l'auteur de Lou pendant quelques minutes. Je vais pas vous montrer ici mon échange en entier avec Julien Hill, seulement quelques extraits en rapport avec notre sujet, à savoir le temps si vous n'avez pas suivi. Je vous proposerai, je pense, la semaine prochaine l'interview complète sur la chaîne. Là, on va se concentrer sur l'essentiel. Bah, en fait, c'est venu très vite. En fait, c'est venu vraiment à la fin du tome 1. Il y avait un autre auteur de bande dessinée qui était venu me voir très vite. Quand il a su que j'allais faire grandir Lou, tu vois, et qui m'a dit, mon Dieu, tu tues la poule aux œufs d'or. Et en fait, comme j'aime pas du tout ce qu'il fait, en fait, ça m'avait conforté dans le fait qu'il fallait faire ça justement pour éviter de m'emmerder moi. Et j'ai très vite senti le piège qui pouvait se refermer sur moi après le tome 1 de Lou, c'est de faire un tome 2 de Lou qui aurait été pareil, un tome 3 de Lou qui aurait été pareil. Et actuellement, voilà, j'aurais pu faire ça. Mais non, j'aurais pas pu en fait. J'aurais pas pu parce que j'aurais fait une dépression plus sévère avant, quoi. Les personnes qui ont été choquées par ça, tu vois, du fait qu'elle grandissait et qu'elle grandissait beaucoup, c'est les parents en fait qui ont eu des très mauvaises réactions. C'est pas les enfants et c'est pas les lecteurs en fait. Et en fait, c'est très drôle parce que ça les renvoie finalement au fait qu'ils n'ont pas envie de voir leurs enfants grandir, tu vois. Puis bon, moi, je suis le premier à m'amuser en fait avec cette histoire. Et je suis le premier à me dire mais où est-ce que ça va aller, où est-ce que je peux. Enfin, tu vois, je trouve que c'est aussi un péril, justement d'avoir réussi déjà à créer pour moi un des derniers, entre guillemets, personnages franco-belges. C'est-à-dire qu'effectivement, on est maintenant parti plus dans l'ère du one-shot ou du récit court. Et de me dire, par contre, il y a un truc que mes aînés n'ont pas fait, c'est faire grandir ce personnage et le faire évoluer et même le faire sortir de son registre. Et c'est ça qui m'amuse aussi, c'est de me dire, bah voilà, là, tu vois, j'ai fait une première série sur un format, Sonata sur un autre format, et le format d'après Sonata sera encore quelque chose de différent, et ça c'est très amusant, quoi. Mais la plupart du temps, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de les connaître, en fait, justement, ces conventions d'écriture, pour pouvoir les détourner et pour pouvoir mettre quelque chose de surprenant à la place, quoi. C'est des recettes, quoi. Et en fait, moi, pourtant, je suis un maniaque de la structure. Je suis très carré en fait dans la façon dont j'écris. En fait, les gens s'en rendent pas compte, mais chaque album de Lou, c'est un exercice d'Oubapo. Mais on voit pas les choses cachées en fait. Voilà, et ce qui m'amuse à chaque album, c'est effectivement de trouver une nouvelle contrainte, quelque chose que j'ai jamais fait, et si possible quelque chose qui n'existe pas. Enfin, c'est très dur parce que voilà, l'histoire de la BD est grande, mais comme par exemple dans le dernier album, de faire un album en plan séquence, tu vois, c'était quelque chose que j'avais jamais essayé. Justement, c'était une façon complètement de bouleverser ma temporalité. C'est-à-dire que l'album d'avant se passe à peu près sur une année scolaire, et celui-là, je voulais qu'il se passe en quasiment 12 heures, quoi, 24 heures.
Je suppose que pour la personne qui m'avait dit tu l'as fait grandir, t'as tué la poule aux œufs d'or, ça doit être l'angoisse totale, ma façon de fonctionner, et que lui il s'est retrouvé bien là-dedans, mais pour le coup il a fait vraiment avec un concept super simple. Il continue à faire des tonnes d'albums avec toujours qui sont toujours exactement la même chose et la même formule appliquée ad nauseam, et je sais pas, ça doit le rassurer, il doit être content, il est sans doute beaucoup plus riche que moi à faire ça parce qu'il a fait beaucoup plus d'albums, mais voilà, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un de très, très heureux et voilà, qu'il apporte grand chose aux médias. Et toc l'abricot. Le but, c'est de raconter des histoires de Superman, sans se soucier du temps qui passe. Ça, c'est important, sans se soucier du temps qui passe. Simplement en faisant, comme pour Tintin, des mises à jour. Remoderniser sans cesse le personnage, pas pour le faire grandir, juste pour ne pas se priver du nouveau lectorat. Superman doit vivre dans un perpétuel présent. Il n'est qu'un concept, une excuse pour écrire des histoires, pour lui faire vivre des aventures, mais pas un réel personnage au sens de ce que doit être un personnage romantique. Il est interdit à Superman de changer d'avis, de faire un choix politique, de changer la face du monde. Dans les comics, seules les origin stories d'un personnage bouleversent le statu quo du monde, mais pas leurs aventures. Superman ne peut pas briser son propre cycle. Superman évolue sans jamais évoluer, vieillit sans jamais vieillir. C'est le retour éternel au statu quo. Bon, je vais pas vous refaire le speech du paradoxe des héros de BD, vous avez compris je pense. Mais il y a quelque chose de plus dans les comics de super-héros, et c'est le fait que leurs auteurs soient eux-mêmes conscients de cette absurdité. Conscients à tel point qu'un grand nombre d'histoires servent justement à expliquer pourquoi la continuité n'a aucun sens, en la corrigeant a posteriori. À tel point que, justement, tout le fun des récits de super-héros se trouve ici, dans la conscience du paradoxe. Mais pas une conscience à la Julian Hill. Dans les comics, les auteurs font pas comme l'auteur de Lou. La prise de conscience ne sert pas à faire évoluer drastiquement les personnages ou de faire des choix définitifs. Non, c'est plutôt l'inverse. Ils vont assumer le paradoxe et l'entretenir, avec l'aide d'une nouvelle sorte de temporalité, la temporalité éditoriale. On va prendre un exemple qui nous vient de la préface de Génération, un récit de John Byrne, publié sur Urban Comics dans Multiversity présente Terre 38. C'est à propos du fait que tout le monde dise que Batman et Superman ne tuent pas, et que ça fait partie de leur caractérisation de personnages, ce qui est, vous allez le voir, factuellement faux. Je cite. À leur début, Batman et Superman n'hésitaient pas à dégommer vampires, zombies ou même simples malfaiteurs mortels. Un de mes exemples favoris est une scène où Superman jette un bandit dans la trajectoire des balles que sa propre arme vient de tirer. L'histoire et la continuité ont commencé à se contredire assez rapidement. Au bout de 2 ans d'existence, Superman et Batman s'étaient résolument assagis. À l'arrivée de Robin en 1940, la version officielle était que Batman n'avait jamais tué de sa vie quelqu'un, ni utilisé une arme à feu. Pareillement, on nous informa que Superman obéissait à un code qui lui interdisait de tuer, et cela depuis toujours, malgré l'anecdote citée plus haut. C'est pas très convivial, enfin comme accueil, on fait mieux quand même. Byrne pointe ici du doigt plusieurs éléments intéressants. Concentrons-nous sur celle-ci. Il y a une différence entre l'histoire éditoriale des personnages et la continuité des aventures des personnages. Batman ne peut pas avoir à la fois utilisé des armes à feu et ne jamais l'avoir fait. C'est un paradoxe. Et ce paradoxe est résolu de la façon suivante. D'un point de vue éditorial, c'est vrai, Batman a déjà tué et déjà porté des armes à feu. Mais du point de vue de la temporalité interne du récit, on va faire comme si c'était jamais arrivé. On va changer ce qui est, on va modifier ce qui est vrai, pour instaurer un mensonge à la place. Un mensonge qui devient de fait la nouvelle vérité. Tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde choisit d'y croire, parce que c'est comme ça. On va aller plus loin. Alors je vous préviens, le passage qui va suivre va être un peu compliqué si vous connaissez rien aux comics, mais c'est justement le but. Le but c'est de vous montrer à quel point c'est n'importe quoi. Vous connaissez tous Lex Luthor, l'ennemi principal de Superman au moins de nom. Eh bien, dans Génération, Byrne veut retourner aux premiers épisodes éditoriaux de Superman pour faire vieillir les personnages chapitre après chapitre, pour montrer ce qui se serait passé si le temps avait eu cours comme dans le nôtre dans les comics. Byrne fait donc comme si Superman avait vieilli en même temps que son public, comme Lou ou Harry Potter. Je cite. Il s'agit d'imaginer ce qui aurait pu se produire si Superman et Batman avaient vieilli comme nous tous en temps réel. Mais d'autre part, je souhaite refléter cette contradiction entre histoire et continuité. Par exemple, en 1939, si on se réfère à l'histoire éditoriale de Superman, son ennemi mortel, Lex Luthor, n'a pas encore été inventé. Le méchant principal est alors Ultra Humanite, un autre savant fou chauve, donc très similaire à l'image qu'on se fait aujourd'hui de Luthor. Ce dernier, lorsqu'il apparaît 1 an plus tard, est un fou à la chevelure rousse qui rêve de dominer la Terre. Or, je voulais Luthor présent dès le début de mon histoire en 1939, donc j'en ai fait un sbire d'Ultra avec ses cheveux roux. Mais comme vous l'aurez constaté, cette ignace s'avère être une perruque, car il est admis que Luthor a perdu ses cheveux lors d'une rencontre avec Superboy. Seulement, cette révélation fut publiée 20 ans après la première apparition de Luthor. Autre chose, dans le chapitre 1949, un élément primordial est la kryptonite dorée.
substance redoutable qui, dans l'ordre de publication, n'est pas apparue avant les années 1960, mais dont la découverte fut rétroactivement intégrée à la continuité passée du Superboy, donc bien avant 1939. Ce que tu dis n'a aucun sens. Vous n'avez rien compris ? C'est pas grave. Si je vous cite Génération, c'est pas anodin. Génération, c'est justement un projet dans lequel Byrne imagine les héros vieillir année après année, et ce qu'ils deviennent. C'est donc un projet qui tente d'écrire Superman comme Julian Hill a écrit Lou. Les héros vieillissent et leurs actions ont de réelles conséquences sur le futur. C'est l'occasion rêvée de faire ce qu'aucun auteur de Superman n'a pu faire avant lui. Proposer une direction définitive. Faire vieillir Superman, le faire choisir, renoncer, le faire mourir. Raconter une histoire d'évolution. Un récit qui est du corps, qui assume un propos. Sauf que, Byrne n'a pas pu s'empêcher de rendre immortels ces deux héros, grâce à des rouages scénaristiques, et donc leur interdit de vieillir dans un univers qui, lui, est censé vieillir, parce que c'est ça le fun des comics. C'est l'entretien du paradoxe, même quand on a enfin la chance de pouvoir en sortir. Le concept de génération s'effondre sur lui-même, en reprenant des tropes des comics et finalement en tuant de vieillesse tous les autres personnages, sauf Superman et Batman, les empêchant d'avoir un héritage réel. Byrne va même dans le 3e tome jusqu'à introduire le concept de voyage temporel, créant des boucles rétroactives permettant d'envoyer Superman dans le Far West, empêcher son propre père de se faire tuer, ou bien de l'envoyer convaincre les parents de Batman de se laisser mourir pour que leur fils puisse devenir Batman et sauver le monde plusieurs siècles plus tard. Bref, c'est un véritable n'importe quoi. Mais c'est aussi un kiff absolu à lire, tellement c'est débile et superbement écrit. Parce que le kiff des comics, c'est aussi ça, c'est le fait que ce soit n'importe quoi, et que les auteurs puissent réécrire à l'infini des couches sur des couches. C'est le fait que ce paradoxe soit totalement assumé. C'est une réécriture permanente dans laquelle, paradoxalement, rien n'évolue, mais où tout change en permanence. Mon exemple préféré, c'est la rencontre entre Superman et Batman dans Génération. En 1939, ils battent Ultra Humanite ensemble. C'est leur première rencontre. Sauf que, en 2919, donc un siècle plus tard, Superman révèle qu'en fait, ils s'étaient déjà rencontrés avant, en 1919, quand Superman était Superboy et qui combattait Lex Luthor chauve. Si vous avez bien suivi la vidéo, déjà là, c'est n'importe quoi. Dites-moi en commentaire pourquoi. Et lors de ce combat, Superboy reçoit l'aide d'un homme déguisé en Robin, alors même que Batman n'existe pas. L'explication étant que Bruce voulait combattre le crime, mais n'avait pas encore choisi son identité de super-héros chauve-souris. Donc Superman avant Superman et Batman avant Batman ont déjà combattu le crime ensemble. Sauf que dans le 2e tome, on apprend qu'en fait les deux se sont déjà rencontrés bien plus tôt dans leur vie, quand ils étaient jeunes garçons, et qu'ils avaient déjà à cette époque combattu le crime ensemble. Oh là là, tu me donnes mal au crâne. En effet, par le passé, Luthor avait tenté d'enlever le jeune Bruce Wayne pour obtenir une rançon, et le gosse avait été sauvé par le jeune Clark Kent. Le premier n'étant même pas encore Superboy, et le second même pas encore orphelin. Je trouve ça absolument génial, cette façon de revenir toujours plus loin en arrière pour rendre pseudo-logique tous les événements. Avec ce running gag de non, en fait, on s'était déjà rencontrés bien avant. Bref, moi je vous conseille fortement de lire Génération. Je vous mets le lien en description. Par contre, c'est presque 700 pages de n'importe quoi. Mais bon, revenons à nos moutons. Vous l'avez compris, il y a deux principales façons de régler le paradoxe temporel d'Umberto Eco. Soit en décidant de s'en extraire, à la manière de Julian Hill, soit en décidant de s'en amuser et de prendre plaisir à s'y enliser, comme dans les comics de super-héros. Soit on décide de faire des choix définitifs et d'aller toujours de l'avant, soit on décide de ne jamais en faire et de toujours se laisser la possibilité de revenir en arrière. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. C'est une question de vision, de ce qu'on attend de la bande dessinée. Et vous l'avez compris, j'aime beaucoup les deux façons de faire. La première parce que je pense que c'est utile pour nous, d'avoir des histoires avec un début et une fin, et des personnages qui évoluent, qui nous montrent que les choix sont définitifs, et que chaque action a des conséquences. Je pense que, à cause de ça, Lou apporte plus à l'humanité que Superman d'un point de vue politique. Je le dis sincèrement, parce que le propos politique de Superman est moins glorieux. Les méchants sont méchants, ils peuvent pas vraiment se repentir, ou alors temporairement. La réinsertion dans la société pour les vilains n'est pas possible. Superman n'agit que pour protéger la propriété privée, sans jamais changer l'ordre du monde alors qu'il en est tout à fait capable. J'en passe et des meilleurs. Et parce que, quoi qu'il fasse au fond, on s'en fout. Parce qu'on pourra prétendre plus tard qu'il l'a jamais fait. Superman est un être profondément inconséquent. Dès qu'une aventure change l'ordre du monde, on la place hors continuité. Mais j'aime aussi beaucoup la seconde façon de faire, parce que c'est du pur divertissement de gros nerds de la bande dessinée, et que ça en devient presque de la méta-BD, qu'on ne lit plus vraiment pour ce que la continuité raconte, mais pour sa correspondance avec l'histoire éditoriale, et parce que chaque mise à jour du personnage devient un témoignage en soi de son époque d'écriture. Umberto conclut son essai par ceci. Le lecteur est obligé de faire un acte de foi.
Il décide d'accepter Superman pour ce qu'il est, un personnage de fable, dont les variations ininterrompues le réjouissent. Et comme dans toutes les fables, dans la saga de Superman se déchaînent des possibilités qui doivent être ignorées, sous peine de passer de la fable évasive à l'appel problématique. Il faut accepter, je pense, que les seules conséquences réelles des comics soient celles des origin story, ce qui est, il me semble, révélateur d'ailleurs, puisque ce sont les récits les plus connus et les plus adaptés. Et accepter en tant que lecteur de comics que toutes ces historiettes sont finalement vaines. Ce qui plaît, ce qui me plaît dans les comics, c'est justement, comme le dit Umberto, cette variation éternelle du même concept. Et plus que l'émotion ressentie, puisque comme je l'ai dit plus tôt et je l'assume, il y a peu d'émotions en comics, le plaisir vient de l'apprentissage parallèle de l'histoire éditoriale et de la continuité. Le plaisir du comics de super-héros, c'est un plaisir de niche intellectuelle et vain. C'est au niveau méta que ça se passe. L'intérêt des comics, ce sont les histoires derrière les histoires. C'est le plaisir de comprendre une œuvre comme Génération, qui réécrit encore nos super-héros et qui pousse le concept absurde de continuité jusqu'à l'absurde. C'est prendre plaisir à voir Superman qui rencontre Batman avant même qu'il ne devienne Batman. De voir Superman rencontrer Luthor avant de rencontrer Luthor. Le plaisir d'avoir une histoire qui nous raconte que Superman va gagner parce que c'est Superman. Comme dans Up to the Sky. Le plaisir du comics, c'est un plaisir infantile. Y a pas de profondeur ou je sais pas quoi. C'est faux. Ne faisons pas comme les lecteurs de One Piece, non. Un homme volant en slip qui a peur d'un caillou vert, un homme qui se déguise en chauve-souris parce qu'il a pas fait son deuil après 40 ans, c'est débile. Le comics de super-héros est débile par essence. Et le plaisir est là. Le plaisir, c'est de faire cet acte de foi, d'accepter cette débilité, de l'aimer, d'en faire une science, un sujet de connaissance, et ne pas en avoir honte. Accepter cette régression. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal avec la trilogie de Nolan sur Batman, parce qu'il n'a pas pris en compte l'absurdité de la situation. Il a cherché à ancrer son Batman dans le monde réel. Il a cherché à montrer que les actions avaient des conséquences réelles. Il a cherché à faire de son film quelque chose de tragique, de grand, de logique, de profond. Il a refusé de faire cet acte de foi, et d'embrasser la temporalité des comics de super-héros. La supériorité d'âme des lecteurs de comics de super-héros, c'est de prendre en compte la médiocrité et de l'aimer pour ce qu'elle est. C'était le Fils de Bulle, et c'est ainsi que se termine ma lettre d'amour aux comics de super-héros. À bientôt. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite, et surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.